pharmacie, tes parents étaient médecins, scientifiques, ils faisaient quoi les parents? Ils étaient chirurgiens dentistes, je suis la ratée de la famille, ils sont tous dentistes, et d'ailleurs, j'étais quand même pas très douée de mes mains, et donc, de toute façon, ma mère, j'ai eu mon bac, donc j'avais pas 16 ans quand j'ai eu mon bac, et j'avais décidé de faire Sciences Po. Et ma mère m'a dit, ma petite fille, tout ça, ce sont des métiers de saltimbanque. Elle n'avait sans doute pas tort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle dit, il n'y a que 3 métiers dans la vie. Dentiste. Médecin, dentiste, pharmacien. Et t'as eu le troisième, Donc, quoi. voilà, c'était... Alors, t'as bourlingué aussi, t'as une des rares politiques quand même à connaître le vrai terrain. T'as été dans l'industrie du médicament, la vraie vie, c'est-à-dire sans subvention, tu la connais, quoi. C'est-à-dire j'ai eu un parcours un peu particulier parce que je me suis marié jeune et c'était l'époque où on ne favorisait pas les tanguis. C'est-à-dire vous vous mariez les enfants, c'est très bien, mais il faut que vous assuriez la matérielle. Et comme d'habitude, le mari continue les études et l'épouse, elle, se coltine la vie professionnelle. Donc j'ai été effectivement délégué médical dans un laboratoire pharmaceutique. Ensuite, j'ai repris mes études, j'avais 30 ans. Je suis sorti major de la promotion. Bravo, bravo, bravo. J'ai fait de la physique, je suis docteur en physique avec une spécialité que je vous conseille. Ah. Si vous avez des problèmes de sommeil, abandonnez tous les hypnotiques du monde. J'ai consacré mes travaux à l'influence des atomes métalliques sur les liaisons carbone-hydrogène dans les molécules complexes par spectrophotométrie infrarouge. Mais on te l'a imposé ce truc, non? Voilà. J'ai fait des études de langues orientales, spécialité arabe, et j'ai fait 10 ans d'humanitaire en Afrique, tout en faisant ensuite, par la suite, de la pharmacie d'officine, puis j'ai arrêté pour faire une carrière politique. Alors, un souvenir peut-être qu'elle était conseiller général et conseiller régional aussi, c'était de beaux souvenirs ou pas? C'était des bons souvenirs parce que d'abord, quand j'ai voulu faire de la politique, mon père a dit il faut que tu te présentes, qui était lui-même résistant comme ma mère, compagnon du général de Gaulle, RPR à l'époque. Enfin bon, il faut que tu choisisses un secteur où tu n'as aucune chance d'être élu. Parce que comme ça, on ne peut pas dire que tu es ma fille et que tu as bénéficié de je ne sais quelle investiture de complaisance. Donc j'ai choisi en 82 un secteur où François Mitterrand avait fait 60% des voix et où il y avait un conseiller général socialiste réputé indéboulonnable, résistant, sympathique, extra. J'ai fait campagne et c'est moi qui ai eu les 60% des voix à la stupéfaction générale. Bravo Roselyne. Donc t'as battu. Et quand je suis arrivé le soir à la préfecture, le soir de ma victoire, le patron de la droite a dit si on avait su que c'était possible, on aurait envoyé un homme. Bon, c'est QFD quoi. Je me suis dit ça va être compliqué cette affaire. Alors t'as été député également, donc là qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée là? Ils veulent plus de Michel hein? C'est-à-dire mon arrivée à l'Assemblée a été bon, c'était l'époque où il y avait 5% de femmes, hein, donc on était des oiseaux rares, c'était pas si inconfortable, hein, il faut être honnête, hein, parce qu'à un moment Chirac regardait la tribune, il se disait oh là là il n'y a pas de femme à la tribune, Roselyne viens, alors ça faisait un peu la femme de service, mais il y avait aussi des femmes, je ne citerai pas une femme très important, quand je suis arrivé, m'a dit t'es complètement folle de te battre pour l'égalité homme-femme. Tu comprends, si on reste peu nombreuses, les caméras de télévision se porteront plus facilement vers nous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va sauter ou pas le père Barnier? Il y aura qui? Tout ça? Tu vas, toi, te retrouver Premier ministre peut-être? Oui, c'est une bonne idée, oui, je pense que c'est... Comme disait mon père, formule consacrée, qu'aucune fois ça passe, c'est de sa faute. Ça c'est bien sur les sapins de Noël, là, des petites phrases comme ça. Quoi, alors, Roselyne, tu as été... Ouais. C'est pas qu'il va sauter, c'est qu'il a sauté. Il a sauté, ben oui, il a sauté. Quoi. Sans parachute. Qui sera le prochain Premier ministre, à ton avis? Justement, c'est bien le problème, c'est que je ne vois absolument pas qui peut l'être. C'est-à-dire, le nommer, c'est facile, mais qu'il reste, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, on t'aime très très fort, Roselyne, depuis très longtemps, mais par contre, quand tu étais député, tu as voté la loi Evin en 91. Donc les vignerons
qu'est-ce qui pourtant t'aimes bouffer, t'aimes bien boire, t'es jouisseuse. Comment tu fais pour voter une loi contre les vignerons? Mais je ne vois pas du tout de loi contre les vignerons. D'ailleurs, il y avait un vigneron chez moi. On a une structure interprofessionnelle qui s'appelle PIVAS, l'interprofession des vins d'Anjou et de Saumur. Il est mort, hein, mais je ne suis pour rien. Hein. C'est Michel, toujours, c'est encore Michel? Non, il s'appelait René Renoux. Ouais. Ah, bien sûr, grand monsieur. Grand monsieur, bien sûr. Il fait du bonzo. Oui, bien absolument. Un excellent vin. Et c'était une soirée d'enfer parce que après avoir voté cette loi, il m'invite. Alors moi, je ne me lis pas. Hein. Je vais dans une sorte de salle des fêtes où il y avait 200 types qui avaient vraiment beaucoup goûté la. Ouais. Que des mecs. Hein. Que des mecs. Ils n'avaient pas sucé que des glaçons. C'était l'époque où on pouvait aussi fumer. Et j'arrive, je monte à la tribune et il me salue. Madame le fossoyeur de la viticulture angevine, bonsoir. Bonjour, bienvenue. Et ce soir-là, j'ai dit à René, je m'engage à acheter à la fin de chaque année toutes les bouteilles de bonzo que vous n'aurez pas vendues. Et c'était traditionnel, juste avant Noël. Je lui disais, René, alors vous me vendez combien de bouteilles ? Madame la députée, je les ai toutes vendues. Donc ça n'a pas changé grand-chose, c'est ça que tu veux dire, Rosine, quoi. Alors, tu as été également ministre de l'écologie. Avec le retour de Trump, c'est génial pour la planète, non? Ah oui, je pense que là... je trouve que c'est très intéressant pour parler sérieusement pendant 2 minutes, parce que l'arrivée de Trump, elle nous dit beaucoup de choses sur ce qui est en train de se passer dans les sociétés de façon illibérale de faire, de s'asseoir sur des engagements internationaux qui existent depuis très longtemps, la défense de l'Europe, les Allemands sur les Américains pour se dispenser des dépenses militaires, on en fait un de leur richesse économique et de leur richesse politique. Tout ça est en train de partir, on ne peut plus compter sur l'OTAN pour se défendre. Une politique très protectionniste va évidemment frapper les vignerons français, hein, qui vont être sans doute les premiers à se voir privés d'un marché privé ou être en difficulté pour conquérir ces marchés, ce qui arrive, et il faut le dire, une catastrophe pour nous. D'ailleurs, c'est ce qui me surprend dans le débat politique actuel, c'est qu'on a l'impression que les politiques qui se battent sont d'une sorte d'arène où il ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire la guerre à nos portes avec l'Ukraine, Trump aux États-Unis, l'effondrement de la machine industrielle allemande, ce qui se passe évidemment dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique. Là, on est là en train de discuter de nos petits problèmes, comme si on était dans une bulle complètement schizophrénique, et ça, c'est dramatique. Donc, délit 100%. Alors, tu as également été ministre de la Santé. Avec le recul, la gestion du Covid, c'était parfait, non? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de connards qui m'ont critiqué. Quelques noms, peut-être? Ceux-là, maintenant, rasent les murs. Ouais. Ça a été pour moi un choc épouvantable et un sentiment d'injustice. Ça a été terrible pour ma famille, les insultes, les procès. Moi, je suis vendu au laboratoire pharmaceutique. Des critiques faites par des gens qui n'y connaissent rien. Je vais prendre un seul exemple. Mais pourquoi avez-vous acheté 94 millions de vaccins alors qu'on est 67 millions de Français? Bande de cons, c'est un vaccin avec une injection, avec 2 injections. Voilà, c'est en fait 47 millions de vaccins, et comme on est en flacon multidose et qu'on est obligé de jeter le flacon dans lequel on a mis une seringue dans la journée, on est obligé de le jeter à la fin de la période d'injection. La journée, en fait, ça faisait une quarantaine de millions de vaccins opérationnels. Mais il faut se mettre dans une pandémie, en situation de... Le vaccin finalement a muté et est devenu moins virulent. Mais ça, on ne peut pas le savoir au départ. Il faut se mettre dans la situation de protection maximum. J'ai quand même une satisfaction, c'est que j'ai acheté des masques
T'en as trouvé, t'en as trouvé. J'en avais trouvé parce que j'avais préparé les choses. Il y avait un établissement public qui pouvait manier cela. Et on a été bien content de les retrouver au moment du Covid. Et dans les hôpitaux publics, on appelle ces masques des bachelots. Oh. Alors Roselyne, voilà. Tu as été aussi ministre des Sports. Quel regard tu portes sur les JO qui sont déroulés en France? D'abord, est-ce que tu es venu, tu as participé à des choses, tu as assisté à des choses? Non, je peux pas, ma santé ne me permet pas. En patinage artistique, je suis désolé. Hein, en patinage, oui. J'ai le marathon aussi que je peux courir. Mais bon, pour dire la vérité, j'ai eu un Covid assez sévère qui a attaqué les nerfs de mes jambes et je peux pas. J'ai une névropathie des membres inférieurs qui m'empêche de marcher. Alors, il y a une chose que je sais pour avoir assisté à un certain nombre de Jeux Olympiques, c'est que quand on est dans les VIP, il faut marcher longtemps. C'est très fatigant d'assister à des Jeux Olympiques. J'ai assisté à Pékin, à Vancouver, à Londres. C'est vraiment quelque chose qui demande d'être en bonne santé. Donc tu l'as vu à la télé, quoi? Je les ai vus à la télé. C'était formidable. Moi, j'adore les Jeux Olympiques. J'ai trouvé la cérémonie génial. Le monsieur tout nu, il était bien, le monsieur tout nu, non? Il n'était pas vraiment tout nu, non. Catherine. Non. Il n'a pas intérêt. Hein. Non, ça c'est un autre sujet. L'image de la France, Roselyne, oui. C'est pas Florent Manodou. Hein. Non, c'est qu'il y a une petite différence. Le QI, tu veux dire, je suppose. Voilà, alors. Ah, au niveau du QI. Au niveau du QI, sans doute, mais du QI. Alors, tu as été aussi ministre des Solidarités. Et puis, tu as dit, bon, j'arrête la politique. On avait dîné à la maison il y a quelques temps. Et tu avais dit, voilà, c'est fini. Et pof, tu viens à la culture. Donc, ça veut dire quoi, ça? Tu dis non, puis après, c'est oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un nouveau ministère? C'est une histoire incroyable parce que étant donné qu'on m'avait rendu justice et que maintenant ma gestion de la crise de la pandémie de 2009 est citée en modèle, Gilles Boulot et les gens de TF1 m'avaient demandé de faire un pré-journal à 19h50 avec Gilles pour faire le point sur la pandémie. Jean Castex est nommé Premier ministre et la figure imposée, c'est que le Premier ministre vient aux 20h de TF1 pour sa première interview. Donc évidemment, on se croise. Moi, je connais Jean depuis très longtemps, ne serait-ce que parce qu'il a un festival absolument dont il est maire, le festival Pablo Casals, du grand violoncelliste catalan. Bon, très bien. Dans la ville qui est magnifique aussi. C'est magnifique. Et donc, je vois quand même dans son regard, on tombe. Un petit truc. Vous savez, quand un gars va vous faire un mauvais coup, là, ça vient. Et donc, je vais dîner avec des copains, et à 23h, je vois son nom qui s'affiche. Alors, je vous dis quelque chose. Si le nouveau Premier ministre... Il est quelle heure, là? Dans quelques jours. Vous voyez son nom s'afficher sur votre portable le soir de sa nomination. Je pense qu'il ne vous invite pas pour boire un verre. Alors vous vous préparez à dire non. C'est mon conseil, bien entendu. Car le poste de premier violon de l'orchestre du Titanic n'est pas une carrière. Je vous l'assure. Mais je vois son nom s'afficher, donc je sais ce qui va se passer et qu'il me propose quelque chose. Et tu es la femme qui a dit oui. Et alors, tu pars avec mon gouvernement, je lui dis, Jean, je ne pars pas, je suis parti. Et là, cet immonde salopard me fait, et si c'est pour être ministre de la Culture? Je rêve depuis 40 ans de vie politique. Moi, la cultureuse qui sort tous les soirs au théâtre, au concert, à l'opéra, dans exposition, qui vit au milieu des artistes. C'est vrai. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi on m'avait pas demandé d'être ministre de la Culture alors qu'il y a... tu t'es pas Rachida, t'es Roselyne. Hein. J'ai regardé cette question. C'est ça, t'aurais mieux fait. Michel. Et donc, c'est ça qui, d'un coup, je me dis oui. Et puis en plus, j'avais le sentiment très fort, parce que je connais très très bien le milieu de la culture, ses difficultés. Je sais très bien, et j'en ai la preuve aujourd'hui dans ce qui se passe, en particulier dans les collectivités locales, c'est que dans les périodes difficiles, pour beaucoup, la culture est une variable d'ajustement.
C'est d'ailleurs la fameuse phrase qu'on attribue à Churchill, quand en pleine guerre, il y a quelqu'un qui vient lui dire bon, abandonnons le budget culture pour financer l'effort de guerre, et Churchill lui répond mais pourquoi croyez-vous que nous nous battons? Et cette phrase, elle est essentielle, elle dit ce qu'il faut dire. Et je me suis dit, si on n'a pas quelqu'un qui a du poids politique, qui est capable de résister face à Bercy, la culture va passer à la trappe. Et c'est d'ailleurs ce qui commençait à se passer, puisqu'on fait le plan de relance, et on me donne à moi 500 millions d'euros sur le plan de relance, un pourboire. J'ai fait porter une lettre à Jean Castex, si tu ne me donnes pas 2 milliards, je pars. Le soir, j'avais les 2 milliards. Oh, il est gentil, Jeannot. Oui. Mais non, et qu'est-ce que tu as fait avec tous ces sous? la baraque. Est-ce que il y a un ou deux, tes 3 projets dont tu es le plus fier? J'ai surtout essayé de faire des procès. Non, ça c'était avant, c'est la Covid. Ça. Des projets sur l'ensemble du territoire, sur des secteurs évidemment menacés. D'abord, j'ai consacré presque 700 millions d'euros sur le patrimoine. On a des besoins énormes sur le patrimoine. Mais c'est très important dans les territoires. Soutenir le théâtre vivant, c'est-à-dire, je peux dire qu'à la fin de cette période de Covid, et d'ailleurs les gens du théâtre vivant m'en sont reconnaissants, il n'y a pas une compagnie, il n'y a pas un théâtre, il n'y a pas un lieu culturel qui a fermé. Je les ai maintenus. Puis j'ai voulu aussi, et en prolongement j'ai fait autre chose, évidemment protéger les industries culturelles, parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est le développement de la réalité virtuelle sur un certain nombre de projets. Moi, je suis hanté par une chose, c'est vraiment protéger la propriété intellectuelle, protéger les artistes. La culture, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est 700 000 emplois. Les gens sont tout à fait d'accord pour se mobiliser pour l'aéronautique, pour l'automobile, mais tout d'un coup, on leur dit la culture, oh bon, ouais, la culture. Non! La culture, c'est un secteur économique extrêmement important. Il faut préparer l'avenir, il faut maintenir les écoles d'architecture. On a les meilleures écoles d'art du monde, comme les Gobelins, par exemple. Et d'ailleurs, les Américains et les autres sont à la porte de nos écoles pour piller, pour prendre nos meilleurs écoles. Donc il faut protéger tout cela. Et c'est aussi ce que j'ai fait en protégeant les industries culturelles et en mettant en place un certain nombre de lois qui les protègent. Alors Roselyne, tu t'es pas trompée sur le titre, là il y a marqué Sacré Monstre, c'est pas Monstre Sacré? Non, j'ai tordu un peu le titre. En fait, devant ce qui se passe, qui est effectivement ébouriffant, horripilant, angoissant, il y a un certain nombre d'années que je pense à ce qui vient de se passer dans la société française, tout ça vient de loin. Et il y a une phrase de Gramsci que j'ai mis en exergue de ce livre, grand philosophe, écrivain communiste qu'il a écrit dans les cahiers de prison, et où il dit « L'ancien monde est mort, le nouveau tarda à apparaître, et dans ce terre obscur surgissent les monstres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes politiques n'étaient pas meilleurs auparavant, ils obéissaient toujours, avec beaucoup d'idéal pour la très grande majorité d'entre eux, et même d'idéalisme, mais à la pression d'argent, d'affaires, du goût du pouvoir. Mais je veux dire, les Français les comprenaient. Les Français les comprenaient parce qu'il y avait dans notre pays l'existence d'un moi social. Quand on lit par exemple le livre de Jean... Excusez-moi, le mot social, c'est une notion qu'il faut attribuer à Henri Bergson, bien entendu, rendons César ce qui est à Bergson. Quand on lit le livre de Jean-Pierre Guénaud, où il a collecté les lettres des poilus dans les tranchées de la guerre de 14, on est absolument sidéré de voir l'acceptation du sacrifice, l'acceptation d'un idéal supérieur qui mobilise l'ensemble des forces psychiques de l'âme et du corps de ces soldats. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les gens qui se battent pour Gaza, par exemple, un seul qui est parti. On partait, Malraux, il partait à côté des républicains espagnols, on allait auprès des Boat People, on allait au Biafra, on allait même encore à Sarajevo. Là, personne ne part. On parlait militer à la sortie de Sciences Po, c'est pas très compliqué. Je ne porte pas un jugement de... Non, on parle, mais on part pas. On part pas. Donc, c'est vrai que
cette notion d'une sorte d'anomie avec une société qui se refuse au sacrifice suprême, qui est en fait sur une volonté très forte d'autonomie, qui conteste les profs, les médecins, les patrons et les politiques. On est dans une société ingérable, et j'ai voulu parler dans ce livre de la façon dont on est passé des grands fauves. Alors, les grands fauves, le général de Gaulle par exemple. Ah ben, le général de Gaulle, c'est un faux magnifique. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le général de Gaulle, c'est mon père qui était un de ses compagnons, 7 ou 8 du Rassemblement du peuple français. Ah oui. D'ailleurs, il m'emmène, j'ai 9 mois, il m'emmène dans une des réunions de constitution du RPF, de son parti, 17, en septembre ou en octobre 47. J'ai 9 mois et demi, et le général de Gaulle brasse sur la joue. Attention. Et tu t'en souviens? Mais c'est ça que j'ai écrit d'ailleurs dans un livre précédent. Je suis une petite fille de la Ve République. Quelquefois, je me dis, quand je passe devant la gare d'Orsay, enfin la musée d'Orsay, encore gare d'Orsay, on est en 58, c'est la fameuse conférence de presse du général de Gaulle, là où il annonce son retour au pouvoir. Et là, mon père, qui n'a pas vu le général de Gaulle depuis 4 ans, demande à Olivier Guichard, qui était son aide de camp, un coup de fil pour assister à la conférence de presse. Je suis mon père partout. J'avais 11 ans. Et mon père m'installe derrière un pilier de cette salle où le général de Gaulle, interpellé par un journaliste qui lui demande « Protégerez-vous les libertés publiques ?» Le général de Gaulle lui répond avec cette fameuse voix de Fosset, on retrouve ça dans les archives de l'INA, « Les libertés publiques, jamais attentées, je les ai toujours défendues. Pensez-vous qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur ?» Et quand je pars dans cette gare d'Orsay, devenue musée d'Orsay... Je pense à ça, quoi. Non seulement... Ça t'inspire aussi? Je me dis que je suis la seule personne vivante à avoir assisté à cette conférence de presse. Derrière le poteau. Je suis une petite histoire. Je la vis autour de la table de la... Les héros ne descendaient pas d'un livre d'images, ils étaient autour de la table, ils étaient là. C'était Malraux, c'était Jacques Chaban-Delmas, c'était Olivier Guichard, c'était le colonel Rémy. Moi, je suis... Il y avait Drone, type formidable. Il rentre le premier à Paris au volant de sa Jeep, il s'installe sur le parvis de Notre-Dame. Samedi, je suis évidemment invité à la cérémonie. Je pense à Drone, à sa Jeep sur lequel il avait écrit Morocco. Morocco, quoi, c'est. Alors, autre fauve, Jacques Chirac. Ah ben Jacques, c'est le compagnon, c'est l'ami, c'est le camarade avec qui j'ai vécu les bons et les mauvais moments. Je me souviens, c'était en 94, on assiste aux journées parlementaires de Colmar. Et là, tout le monde est autour de Balladur. Oui. Tout le monde pense qu'il va gagner. Y compris Sarkozy, d'ailleurs. Mon premier tour, là d'autres. Et on est avec Jacques, il est peut-être 11h du soir, il fait bon, belle journée de septembre. Et on est tous les deux assis sur notre banc, tous les deux tout seuls. Raymond Souplex et Jeanne Sourzat. Hein. Vous n'étiez plus à la mode. Et je lui dis, la journée avait été éprouvante, tout le monde en grappe autour de Balladur, lui tout seul, à part quelques fidèles dont j'étais. Et je lui dis, tu sais Jacques, il faut leur dire que tu ne vas pas pardonner si tu gagnes. Parce que tu comprends les types qui disaient, si on soutient Chirac et que Balladur gagne, ouais. Balladur ne nous le pardonnera jamais. Non. Mais si on soutient Balladur et que Chirac gagne, lui, il va nous pardonner. Il faut dire que tu ne pardonneras pas. C'est un très mauvais conseil. Si vous êtes candidat à la présidence de la République, il faudra pardonner. Hein, je vous le dis. Sarkozy, c'est un fauve aussi. Hein. Ah, Sarkozy, c'est un faux.
C'est-à-dire ce qui a la caractéristique de Sarkozy, et je le raconte dans ce livre. Dans ce livre à 20 euros, hein, chez Plon. Oui, chez Plon, 29 l'éditeur du non, 20 euros, l'éditeur du général de Gaulle. Oui, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est, je dis. Sarkozy, ce qui m'a toujours absolument fasciné, c'est sa capacité performative. C'est-à-dire qu'il a une idée et il arrive à mettre en ordre et en action cette idée. Je suis allé à Pékin avec lui, au JO de Pékin, c'était extraordinaire parce que la guerre en Géorgie venait d'éclater. Ça, c'était pas extraordinaire. Transformer la tribune des personnalités en conférence internationale. Et sans parler anglais en plus. Et 8 jours après, le conflit géorgien s'arrêtait. Cette capacité performative de Nicolas Sarkozy, c'est vraiment... Forte personnalité, quoi. Alors, Mélenchon, il est comment, là? On arrive sur les grands démocrates, là. Il est comment, Mélenchon? Qui a voté Mélenchon, d'ailleurs, à la dernière présidentielle? Allez-y, n'ayez pas peur, là. Il ne faut pas avoir honte. Tout le monde a le droit de se tromper. Hein, allez, la gauche caviar, ça tombe bien ici. Alors, Mélenchon, est-ce que tu l'aimes? Non, je réserve mes affects ailleurs. D'autres personnes, mais même en politique, voilà, faut pas s'épuiser, il faut pas, on est des compagnons de lutte, des adversaires, mais il faut éviter d'être une fan parce que ça vraiment, ça use. Et soit toujours. Donc, mais non, je connais bien parce que il y a une trentaine d'années. On faisait un duo sur une chaîne de la TNT, un duo du dimanche soir. Ça se fait beaucoup dans un certain nombre de chaînes. Je peux vous faire une révélation. Il pue de la gueule, c'est... Oh. Et en plus, il pue de la gueule, quoi, oui. Alors, ensuite... non, il y en a une qui a voté... Ah bon, d'accord. Ça ne résout pas l'ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce type, un vrai trotskiste, a pratiqué, je la décris, une stratégie de Bernard l'Ermite, c'est-à-dire qu'il s'est servi du Parti Socialiste, de la phagocyté, et il l'a en quelque sorte vidé de sa substance et de sa substantifique moelle. C'est très intéressant, la stratégie. Alors, Marine Le Pen, t'en parles aussi, hein? Marine Le Pen, je fais un portrait, je l'ai décrit comme la fille du vieux borgne, parce que moi qui suis une fanatique d'opéra, pour moi c'est une valkyrie. C'est quelque chose c'est quelqu'un plus exactement, qui, comme dans la valkyrie, où le dieu votant met un cercle de feu autour de sa fille pour l'empêcher de trouver la personne, l'amoureux, l'amant qui pourrait la transformer. Et surtout la séparer de son papa. Je me souviens en tout cas de mon premier débat avec Marine Le Pen. À l'époque, il y avait un communicant du RPR qui m'a dit « Bon, il y a un débat Charlotte Chabot avec la fille de Le Pen. Bon, tu vas voir, fastoche, c'est une nulle, la fille de son père, tu vas en faire une bouchée. » J'arrive, je me dis « Ouh là là, une bouchée, c'est plutôt une boulangerie, là. » Parce que tout de suite, je vois une personne qui a une sorte de tonus, de force vitale absolument incroyable. Je me dis, mais ce type n'a rien compris à la bonne femme, quoi. Souvent, d'ailleurs. La bonne femme avec un grand L et un grand B, c'est ça? Oui, et un grand F aussi. Je sais si je n'apprécie pas Marine Le Pen et pour ses idées, je pense qu'elle a un très gros problème, c'est qu'elle est paresseuse. Et ça, en politique, ça pardonne pas, mais elle a quelque chose, cette fille. Il ne faut pas être une présidente de la République, mais c'est une combattante. Et alors, avant de passer à la suite, et notamment le dîner, notre président... C'est-à-dire que effectivement, il surgit dans la politique. Je crois que c'est lui qui a employé le terme par effraction, parce que la société a évidemment terriblement changé. On lui attribue des choses, on lui attribue des effets dont il n'est pas le maître. Il n'est en fait que le résultat, il est l'effet, il n'est pas la cause de la destruction du monde politique. Cette destruction, elle vient de loin, elle vient évidemment d'une extrême gauche extrêmement puissante en France, contrairement à d'autres pays. Elle vient d'une extrême droite qui est partout à la manœuvre en Europe et aux États-Unis, et à une destruction, une sorte d'effondrement à la fois du Parti socialiste, des sociodémocrates, sous l'influence désastreuse d'abord de l'affaire DSK, ensuite de la présidence calamiteuse de François Hollande, et à droite
de cet effondrement moral de l'affaire de François Fillon. Donc les conservateurs éclairés et les sociodémocrates se trouvent dans une sorte de magma d'amoralité qu'ils ont eux-mêmes sécrété et qui font que le parti du centre a permis l'éclosion de macronistes qui n'étaient pas suffisamment ancrés dans les territoires et ayant participé à l'histoire. Tout ça fait qu'on est dans une sorte, non pas de triolisme, pardon, mais de tripartisme qui font que moi, la gaulliste, je suis obligé de reconnaître que les institutions de la Ve République ne sont plus adaptées. Mais j'ai mis dans la dédicace de mon livre, j'ai mis à Jacques l'esthète, à Nicolas le combattant, à Emmanuel le charmeur, et je crois que je vous invite à les rencontrer à travers la lecture de ce livre. Oh, c'est bien ça, Rosine. Et pour terminer, Rosine, ton meilleur souvenir d'opéra, ton meilleur souvenir de bouffe et ton meilleur souvenir de vin. 3, un souvenir. Mon meilleur souvenir d'opéra, c'est sans doute à Bayreuth, Lohengrin, et un immense artiste qui s'appelle Jonas Kaufmann, tient le rôle-titre, immense ténor. C'est incroyable. Et je suis à côté d'Angela Merkel. Qui chante bien aussi, non? Oh, je ne sais pas si elle chante, oui. En tout cas, elle me prend la main. Elle était en larmes. Oui. Et ensuite, je vais retrouver à Orange, au Corrégie d'Orange, chantait Carmen. J'ai retrouvé Jonas Kaufmann et je lui dis, tu sais, je pense qu'il faut que les Grecs t'embauchent en étant plein dans la crise grecque, parce que tu es le seul à pouvoir faire pleurer Angela Merkel. Oh ouais. Mais on a le sentiment, quand ce type chante, ouais, qu'on a du chocolat chaud qui vous coule dans les veines. Oh là là. Meilleur souvenir de resto, de gastronomie, de chef, une émotion culinaire? Ma meilleure émotion culinaire, c'est quand je fais, moi, la cuisine. Et quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Alors, mon repas classique, je fais les sols en duxelles de ma mère, filet de sole, cuite avec une duxelle, champignons, carottes, poireaux, ouais, très légèrement gratiné, ça se gratine très bien. D'accord. Ensuite, un coq au vin, parce que c'est la vie, quoi. Ouais. Avec des petites pommes sautées. Du fromage quand même. Hein. Fromage, mais ça, je ne fais pas, le fromage. Même si, mon frère ayant été dans une communauté hippie en Lozère, j'ai trait des chèvres, moi, monsieur. Ah oui. Parce que les chèvres, ça se traite pas sur le côté, ça se traite à l'arrière. Voilà. Et j'ai fait des pélardons que je suis allé vendre sur le marché bio d'Axe. Donc, quand même, je pourrais faire des. Et le dessert? Et le dessert, une tarte tatin. Tout ça, c'est très léger. Absolument, absolument. Et côté vin, pour terminer, est-ce que tu as une bouteille, un vigneron, Thibaut, tu ne le connais pas encore, mais avant de le connaître, il y a un type, ou une femme d'ailleurs, qui t'a ému? Alors, je vais raconter une anecdote. Ouais. Ouais. Je me suis battu une seule fois physiquement avec un mec. Ah bon? Au Conseil régional des Pays de la Loire, il s'appelait Étienne Garnier, il a été député de Saint-Nazaire. Et c'est Olivier Guichard qui nous a séparés. Ouais. Et il a dit, tu peux pas te fâcher avec Roselyne, il faut que tu te réconcilies. Oui. Tu vas l'inviter dans un très bon restaurant. Très bien, il vient à Canossa. Il t'invite? Pardon. Il m'invite au Ritz. Je me suis dit, quand même. Il faut quand même que je prenne mes précautions. Je vais donc prendre un café au bar du Ritz. Je me fais porter la carte. Oui. Et je pointe tout ce qu'il y a de plus cher. Parce qu'on te donne une carte où il n'y a pas de prix. Mais bien sûr. Oui. Et là, je prends, non, très bien. Et il me dit, tu vas boire quoi avec ça? Eh bien, je prendrais bien un petit Pétrus. Et alors, tout blanc? Ah oui. Je le regarde et je lui dis, c'est vraiment dommage que je n'aime pas le vin rouge. On l'applaudit généreusement, Roselyne, bravo. Elle se bonifie. Merci, Roselyne. Dédicace unie de Roselyne tout à l'heure. Bravo, bravo.